Bonjour à tous, je m'appelle Vendry Legras et donc je vais rapidement présenter ce dont je vais vous parler et ensuite Cyril va dire un petit mot sur ce qu'il va vous présenter. Donc vous avez là mon petit de la présentation. Donc l'objectif ça va être d'avoir les concepts et ordres de grandeur de base pour comprendre le climat et la transition carbone. Et ça va être un côté un peu plus académique. Et ensuite on aura Cyril qui va vous parler un peu plus un côté économique et organisation. Merci. Donc oui, on a voulu placer cette matinée pas que via le spectre climatique, qui est certes important, mais on voulait vous permettre de prendre un peu de recul et d'avoir plein d'outils. Donc ça va plutôt être ma partie. Vous expliquer quelques concepts qui vont lier économie et écologie, par exemple, parler un peu d'agriculture et rappeler l'importance d'aller voter. Vous avez jusqu'au 1er mai pour vous inscrire aux européennes, donc c'est vraiment important. Et voyez vraiment ce week-end comme un programme complet, c'est-à-dire qu'on va évoquer certaines choses là qu'on ne va pas forcément détailler. Il y a les ateliers de tout à l'heure qui vont permettre d'approfondir certains sujets. Et après, tout au long du week-end, on va aller après plus concrètement dans les campus et dans les formations. Donc essayez vraiment d'avoir cette globalité en tête pour profiter un maximum de tout ce qu'on va vous raconter. Et je rends la parole à notre cher premier intervenant qui va bien vous éblouir avec ses connaissances sur le GIEC et les matériaux. Merci beaucoup. Donc alors est-ce que ça marche? Ça ne marche pas, mais donc je te ferai signe pour passer les slides. Donc voilà, alors première question. Qu'est-ce que le GIEC? Donc le GIEC, son nom en anglais c'est IPCC, et donc en français c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, fondé en 1988. Donc ce sont des chercheurs qui ont pour but, qui ont trois missions, qui est de comprendre le changement climatique, ses conséquences, et proposer des solutions d'adaptation aux conséquences et d'atténuation des émissions. Et donc en fait, les membres du GIEC, ce sont pas des scientifiques, c'est des États. Et ces États font appel à des experts dans ces domaines. Voilà, ils les choisissent parmi un panel. Ils font une revue de la littérature scientifique, donc ils ne créent pas de nouvelles connaissances. Ils lisent tout ce qui a été fait, ils lisent tout ce qui a été fait, et ils disent qu'est-ce qu'il faut retenir. Et donc, le GIEC, c'est vraiment un tiers de confiance très important. Donc pourquoi est-ce que c'est un tiers de confiance dont on peut avoir confiance? Parce qu'il y a un très gros travail de relecture par les pairs. Donc d'autres chercheurs vont relire un chapitre, une partie du chapitre des domaines dont ils sont experts, et ils émettent des commentaires. Il y a aussi les représentants des États qui émettent des commentaires. Et donc les auteurs du GIEC sont obligés de prendre en compte ces commentaires. Enfin, ils sont obligés de justifier leur réaction par rapport à ces commentaires. Donc on pourrait se dire pourquoi est-ce que les représentants des États ont leur mot à dire sur ce qui est écrit dans le GIEC? C'est parce que après ça peut être utilisé dans les, dans les conférences internationales et dans les négociations internationales. Que si un membre d'un État a validé ce qui était écrit, il ne peut pas dire non, moi je considère que ce que vous avez écrit ça m'intéresse pas. Ils sont obligés de le prendre en compte. Et donc les chercheurs qui sont auteurs sont pris parmi un panel le plus large possible de tous les pays. Et aussi ils essaient de respecter la mixité. Donc voilà, je vais me passer principalement sur le GIEC, aussi sur l'IEA, donc l'Agence internationale de l'énergie, et toutes ces autres sources. Donc voilà, si j'ai bien fait mon travail, normalement tout ce que je vais dire sera sourcé, et vous pourriez me le demander. Donc on va commencer avec les conséquences de l'activité humaine. Vas-y. Donc les changements climatiques et un petit peu de biodiversité. On change encore. Donc première slide, donc le changement de température annuelle moyenne à la surface de la Terre par rapport à la période pré-industrielle. Donc dans le GIEC, quand on ne mentionne pas la date, c'est par rapport à 1850-1900, période pré-industrielle. Donc là, ce qu'il y a à voir, donc on a pour 2 degrés de réchauffement et pour 3 degrés, c'est que le réchauffement est beaucoup plus important au niveau des pôles et il est aussi plus important au niveau des terres. Ensuite, on a le changement de précipitation moyenne annuelle là, en pourcentage, toujours par rapport à la période pré-industrielle pour 1,5 et 2 degrés. Et donc, il y a vu qu'il fait plus chaud, il y a une accélération du cycle de l'eau. Et donc, dans les zones déjà humides, il y a plus d'évaporation, il y a plus de nuages, il pleut plus. Et dans les zones déjà sèches, ça s'évapore plus, mais les nuages n'ont pas le temps de se saturer en eau, et donc ils partent et il pleut encore moins dans ces zones-là. Et si on prend l'exemple de la France, je ne sais pas si on voit suffisamment,
Mais donc la France est coupée en deux. Dans le nord de la France, il va y avoir plus de pluie, et dans le sud de la France, moins de pluie. Et donc, ensuite, on a le changement d'humidité des sols, là en égard type. Et donc, vous allez me dire, qu'est-ce que la différence entre la précipitation et l'humidité des sols? En fait, si on reprend le cas de la France, même s'il pleut plus dans le nord, tout le territoire français est concerné par un assèchement des sols. Parce que, encore une fois, à cause de l'accélération du cycle de l'eau, les sols retiennent moins bien l'eau. Donc, il y a quand même un assèchement. Et donc, ce manque d'eau, il va avoir des impacts principaux. Donc, quand on parle d'eau, il y a la consommation et le prélèvement d'eau. Donc, le plus grand consommateur d'eau, c'est l'agriculture. Et le plus grand préleveur d'eau, c'est l'énergie, donc avec les centrales thermoélectriques et les barrages. Il y a déjà eu une réduction de moins 5% de la production électrique par rapport à 1980 à cause du manque d'eau. On change. Ensuite, on a donc les autres conséquences du changement climatique. Donc ici, on a les reasons for concern, donc les raisons de préoccupation. Et je vais m'attarder sur la numéro 1 et la numéro 4. La numéro 1, c'est les systèmes uniques. Vous pensez aux coraux, aux glaciers. Et ensuite, le numéro 4, où c'est les Global Aggregated Impact. Donc c'est un indicateur qui regroupe sous son indicateur les impacts socio-écologiques et socio-économiques. Donc actuellement, sur 2011-2020, on était à 1,1 degré de réchauffement, qu'on voit la barre grisée. Et on voit déjà que les impacts sont élevés au niveau du système unique, mais ils sont encore faibles pour les impacts agrégés. Mais très rapidement, on voit que si on passe à 1,5, pour les systèmes uniques, on tend à des impacts très élevés. À 2 degrés, il y a déjà pratiquement plus de coraux, plus de glaciers. Et ensuite, pour le 4, pareil, à 1,5, on a des impacts modérés, et à 2, on tend vers des impacts élevés. Et donc, là ensuite, j'avais prévu de parler un peu de la production alimentaire. Je vais passer très vite pour montrer que entre un scénario où on fait des actions importantes et un scénario business as usual, il y a une grosse différence entre la capacité à produire de la nourriture et de la pêche. Pareil, il y a une grosse aggravation des événements climatiques extrêmes et de l'habitabilité. Vous avez sûrement déjà vu cette carte. Ah, faut changer. Cette carte où donc c'est le nombre de jours dans l'année où il y a une chaleur humide qui fait que un humain meurt au bout de quelques temps, enfin quelques heures. On passe encore. Ensuite, je voulais parler un petit peu de biodiversité avec l'IPBES. Donc l'IPBES, il a un fonctionnement similaire au GIEC. Il a été créé que très récemment, en 2012. Et donc, il y a de nombreuses conséquences sur le déclin de la biodiversité. La biodiversité nous fournit des services écosystémiques, qu'on appelle aussi des contributions aux populations. Et donc là, on a un tableau qui regroupe tous les services que fournit la biodiversité. Et on peut voir que la plupart sont en déclin. Donc, je ne vais pas vous les détailler tous, mais je vais vous donner un seul chiffre. C'est que toutes ces pollutions ont fait que la productivité primaire nette, la productivité primaire, c'est la capacité de la nature à générer sa biomasse, à se régénérer, et ben, elle a diminué de 5% actuellement par rapport à la période pré-industrielle. Ensuite, on va voir les conséquences de cette perte de biodiversité pour trois grands écosystèmes, donc les terres, les eaux douces et la mer. Avec, par exemple, le facteur principal, c'est le changement d'utilisation des terres avec la déforestation, l'artificialisation des sols. Et le deuxième plus grand impact, c'est l'exploitation directe avec la pêche, l'agriculture, la chasse. Donc ces deux facteurs, dans les trois écosystèmes, c'est plus de 50% de la cause de perte de biodiversité. Ensuite, on a le changement climatique et les pollutions. Ensuite, les pollutions, ça peut prendre énormément de formes. Avec, par exemple, l'eutrophisation, c'est le fait de trop utiliser d'engrais. Par exemple, si vous avez vu des algues vertes dans les fleuves, c'est ce problème. Les pesticides, les déchets industriels, les déchets plastiques, les déchets miniers. On parle pas de déchets miniers des métaux, mais il y a aussi les déchets miniers des champs de charbon qui sont dans les plus gros déchets industriels en termes de quantité. Les particules fines, etc. Et enfin, les espèces exotiques, autant animales que végétales. Et donc pour l'instant, le changement climatique, c'est 10 à 15% de la perte de biodiversité en fonction des zones. Mais forcément, avec l'aggravation du changement climatique, ça va empirer, ça va prendre une place de plus en plus importante. Et donc par exemple, à partir de 2 degrés, on a 20% des espèces de la planète qui sont en danger. Plutôt qu'on a vu les conséquences, on peut passer à l'état des lieux en termes de gaz à effet de serre, d'énergie et de température.
Donc là, on a un graphique du GIEC, c'est un des premiers graphiques du premier rapport du GIEC, avec les émissions anthropiques nettes de gaz à effet de serre dans le monde en 2019. Donc l'ordre de grandeur des émissions en CO2 équivalent. Donc il ne faut pas confondre CO2 et CO2 équivalent. Le CO2 équivalent, parce que comme tous les gaz à effet de serre n'induisent pas le même réchauffement, ils n'ont pas la même durée de vie, il faut pouvoir les comparer. Et donc on utilise pour ça un indicateur qui s'appelle le PRG100, le potentiel de réchauffement global sur 100 ans. Et donc c'est comme ça qu'on compare les gaz à effet de serre. Donc 60 gigatonnes de CO2 équivalent en 2019. Dans ça, il y a 65% qui sont en bleu, qui sont les énergies fossiles et l'industrie. Ensuite, on a le méthane qui fait 19%. Le méthane, il a deux sources principales, deux sources d'émissions, c'est les énergies fossiles et le bétail, qui sont à chacun un tiers. Et l'autre tiers, c'est le reste de l'agriculture et les déchets, par exemple les déchetteries à ciel ouvert, quand ça pourrit, ça fait du méthane. Ensuite, on a aussi en jaune l'utilisation des terres, les forêts, déforestation, on brûle les arbres, de carbone des plus stockés, qui représente 11% du coup. Ensuite, on a la distribution des émissions dans le monde. On va commencer, donc, on voit avec les transports routiers, 15% des émissions mondiales, avec 10% c'est le transport routier. Ensuite, dans l'usage des sols, donc c'est le secteur qui s'appelle AFOLU, on a 11% des émissions mondiales qui sont l'usage des sols des forêts, avec 5% aussi donc méthane des ruminants. Ensuite, on a la grosse partie industrie, 24%. Et donc là, c'est uniquement la partie procédé des industries, donc pas du tout l'énergie qu'on utilise. Et donc là, c'est par exemple 8% de métaux, 6% de produits chimiques, dont les engrais. Et dans ces deux cas, on peut changer les procédés en utilisant de l'hydrogène à la place du charbon ou du méthane. Ensuite, si on continue, si on réattribue la partie grise en haut, qui est l'électricité et la chaleur, aux différents secteurs, on se rend compte que dans le bâtiment, la majeure partie des émissions, c'est l'énergie utilisée justement, avec 10% des émissions mondiales. Et enfin, si on passe et qu'on va tout à droite, en rouge, on a 8% des émissions mondiales qui sont juste la manipulation et le traitement des énergies fossiles. Donc juste se séparer de ça, ça fait déjà une grosse partie. Ensuite, j'étais rapidement les émissions en France. Donc à gauche, on a en pourcentage et à droite en mégatonnes de CO2 équivalent. Donc, le premier secteur d'émission en France, c'est le transport qui ne baisse quasiment pas depuis 1990, avec donc 131 mégatonnes de CO2 équivalent, dont 52% c'est juste les voitures. Ensuite, on a l'agriculture en deuxième poste, avec 60% d'élevage. Donc, je ne vais pas détailler les autres points, mais on voit par contre à droite l'utilisation des sols qui est négatif, c'est parce qu'en France, on a la chance que les forêts se régénèrent et donc elles captent du carbone. Ensuite, on a le Total Energy Supply. Donc là, c'est toute la quantité d'énergie qu'utilise la planète ou un pays. En énergie primaire, on parle. Et donc là, c'est pour montrer que dans le monde, on a encore 80% d'énergie fossile. En France, on est à 50%. Et donc rapidement, les ordres de grandeur d'émissions par énergie. Le charbon, pour la production d'électricité, on est à 820 kg de CO2 équivalent par mégawattheure. Le gaz, on est à peu près à moitié moins. Ensuite, la moins verte des énergies renouvelables, c'est le photovoltaïque. Et c'est quand même 10 fois moins que le carbone. Ensuite, on a un hydraulique avec 2 fois moins. Et ensuite, tout le reste sont en dessous. Et donc, j'ai pas parlé du pétrole parce que le pétrole, c'est surtout utilisé pour le transport. Donc, par exemple, l'essence, 1 litre d'essence, c'est 2,3 kg de CO2 émis. Et je vais aussi un petit point. Tous ces pétrole, charbon, pétrole et gaz, ça représente d'énormes quantités. On parle de gigatonnes de matière qui se déplacent. Ensuite, on passe rapidement sur l'évolution des températures. Donc là, c'est l'évolution par rapport à la période pré-industrielle. Donc on voit le pic de cette année, enfin de l'année passée, en 2023. On a atteint 1,45 degrés de réchauffement. Mais c'est pas très intéressant de se focaliser sur une année parce qu'il y a beaucoup de variabilité. Donc on prend au moins 11 ans. Pourquoi 11 ans? Parce que c'est la période d'un cycle solaire et donc ça élimine cette variabilité. Et donc sur les 10 dernières années dans le monde, on était à 1,28 degrés de réchauffement. Et ensuite, comme j'avais présenté au tout début, il y a une grosse disparité entre terre et mer.
Et donc là, pareil, si on regarde juste la Terre sur les 10 dernières années, on est à 1,7 degré de réchauffement. Et ce phénomène, il est encore plus important en Europe, puisque on est à... Donc là, on est par contre sur les 5 dernières années. Donc les différentes couleurs, c'est différents observatoires européens. Sur les 5 dernières années, on est à plus 2,2. Et donc par exemple, un scénario d'action modérée au niveau mondial qui atteindrait 2,6 degrés au niveau mondial, ça ferait 4 degrés, plus 4 degrés en France. Donc là, on commence vraiment à ressentir au niveau des sens le réchauffement que ça pourrait faire. Ensuite, un dernier point pour l'état actuel, c'est le budget carbone des fossiles existants. Donc là, on a le GIEC qui nous dit que la température est quasiment linéaire en la quantité totale d'émissions de CO2. Et donc, si on regarde les fossiles existants, donc existants dans la littérature, ça veut dire en extraction, en construction ou investis. Et donc, sur toute leur durée de vie, ces fossiles vont déjà quasiment émettre tout le budget carbone qui dépasse 2 degrés, enfin, qui atteint 2 degrés. Ça veut dire que si on veut limiter le réchauffement à moins de 2 degrés, il faut forcément fermer des extractions avant leur fin de vie. Donc ensuite, on va faire un petit point sur les trajectoires climatiques et énergétiques. Donc là, on a quelques trajectoires du GIEC avec donc SSP 1, 2, 3, 4, 5, ça correspond aux hypothèses utilisées. Et donc on peut voir, donc là pour 2030, 2050, 2090, en fonction du scénario, le réchauffement. Donc on peut voir, comme on vient de le voir, quoi qu'il arrive en 2030, on aura déjà un réchauffement de 1,5 degré, que ce soit pour le deuxième scénario, donc SSP 1, 2.6, qui correspond à un scénario d'action importante, le 4.5 à un scénario d'action modéré, et 7.5 à peu d'action, 7.0 peu d'action. Et donc c'est qu'à partir de 2050 qu'on verra des actions, donc on verra une différence sur la température en fonction de notre comportement. Et donc ensuite, une partie que j'aime beaucoup, qui sont les trajectoires d'émissions par l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, qui chaque année, depuis pas mal de temps maintenant, fait 2 scénarios, qui s'appellent le scénario STEPS et le scénario APS. Donc STEPS, c'est pour les scénarios de politique déclarée. Donc ils regardent toutes les mesures planifiées au niveau mondial et ils les critiquent. Donc ça veut dire que si l'ambition est trop élevée, elle va soit la diminuer, soit la délayer dans le temps. Et donc ensuite elle fait tourner ses modèles. Et après, par contre, elle fait uniquement sur les émissions de CO2 de l'énergie et d'industrie. Et donc si on respecte nos mesures, on atteint un réchauffement de plus de 2,4 degrés et on voit qu'on est censé atteindre un pic des émissions de carbone dans les prochaines années. Et donc ensuite, on a le scénario APS, qui est là le scénario des promesses politiques. Et donc, ça, c'est tous les objectifs. Donc par exemple, le Fit for 55 de l'Europe, donc réduire les émissions de 55% d'ici à 2030. Ça, l'IEA l'applique directement, sans modification. Et donc si on respectait nos promesses, on a une grosse réduction des émissions. Et ça, si on continue sur cette lancée, ça ferait plus 1,7 degré en 2100. Et donc ensuite, ce qui est intéressant de voir avec ces scénarios, c'est que même on sait qu'aucun de ces scénarios ne va réellement arriver, on va suivre exactement cette courbe, et c'est intéressant pour voir les efforts à faire et comment on évolue. Donc là, on n'a pas les émissions de carbone, mais les extractions d'énergie fossile en hexajoules, donc c'est un proxy très proche des émissions. Et on peut voir que au fur et à mesure des années, nos mesures sont de plus en plus ambitieuses et nos promesses aussi. Donc ça, c'est encourageant. Et par exemple, si vous vous posez la question, la différence entre 2021 et 2022, c'est la guerre en Ukraine, où tout le monde s'est réveillé pour se dire « Ah oui, ça serait bien de ne pas être dépendant de ça ». Donc ensuite, en termes d'évolution de la demande d'énergie par source, on va voir que la principale action, c'est vraiment le charbon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui émet le plus. Donc ça, dans tous les scénarios, il faut une forte réduction du charbon le plus rapidement possible. Ensuite, avec nos mesures actuelles, on a une conservation on a une stabilisation de la consommation de pétrole et de gaz. Mais si on veut respecter nos promesses, il faut déjà commencer à produire, à diminuer. Et par contre, forcément, on perd toutes ces sources d'énergie. Donc pour les compléter, il faut produire de plus en plus d'électricité. Et donc là, avec les renouvelables et le nucléaire. Donc voilà, plus le scénario est ambitieux, plus il faut produire d'électricité. Et j'en ai pas parlé, mais du coup, le scénario en vert,
un scénario hypothétique qui s'appelle NZ2 for Net Zero, Net Zero Emission en 2050. Ensuite, on a les consensus pour l'action. Et donc le premier consensus, c'est que l'adaptation est aussi important que l'atténuation. Donc j'aurais voulu pas mal détailler ce point, je n'aurai pas beaucoup le temps. Donc il y a tous les domaines de la société qui sont concernés. Et je vais me concentrer par exemple que sur le point de la santé. Donc là, on a 3 scénarios d'adaptation. Où dans le premier scénario, donc c'est le même cadre que je vous ai présenté tout à l'heure, avec si on a une adaptation incomplète, donc là c'est pas évalué pour d'autres températures parce qu'on considère qu'on a limité le réchauffement à cette température, mais même pour un même réchauffement, 1,5 degré, les impacts sont quand même diminués. Et donc si on a une adaptation proactive, on peut voir qu'on peut borner les impacts à des impacts modérés. Et donc cette modération des impacts, elle a un effet, enfin, elle est similaire pour tous les autres facteurs, pas uniquement la santé. Ensuite, l'autre consensus, c'est l'électrification des usages. Pourquoi? Parce que de manière générale, l'électricité est beaucoup plus efficace que les moteurs thermiques. Donc les moteurs électriques, c'est 75% de rendement, contre les moteurs thermiques, c'est plutôt 25-30. Pareil pour les pompes à chaleur. Et donc là, on a un graphique de RTE qui respecte la trajectoire de la SNBC, et donc qui montre que même si on consomme plus d'électricité, en énergie finale, on consomme moins d'énergie. Et donc, quand on pense à l'électrification des usages, souvent on pense aussi aux métaux. Donc, est-ce qu'on va avoir assez de métaux? Et quels sont les enjeux des métaux? Voilà, les métaux, il y a des gros enjeux pour la transition. Et donc, là, on a un graphique qui montre la quantité de métaux utilisés donc, pour tous les métaux au niveau mondial, pour différentes technologies. Et donc là, on voit qu'on est en mégatonnes. Donc, c'est 1000 fois moins que la quantité de matière qu'on a pour les pétroles, pour les énergies fossiles. Et donc, les deux principaux consommateurs de métaux, c'est les véhicules électriques et le réseau électrique. Le réseau électrique à court terme et les véhicules électriques à long terme. Et ensuite, on a les autres technologies. Donc, en vert, on a les batteries stationnaires qui rentrent dans les batteries, mais qui représentent une petite part. Donc, pour parler de métaux, il faut comprendre 2 concepts, qui sont les réserves et les ressources. Donc, les réserves, c'est ce qui est économiquement récupérable, et les ressources, c'est ce qui est technologiquement récupérable. Et donc, ces 2 stocks évoluent constamment en fonction des situations, mais aussi en fonction de la prospective. Plus on recherche, plus on trouve. Ensuite, donc, sur la question de l'approvisionnement, je cite l'IEA en disant qu'il n'y a pas de problème de ressources métalliques. Et que donc, même si la transition fait augmenter la demande, on a de plus en plus, avec la recherche, on a de plus en plus de ressources et donc les réserves vont plus vite que l'extraction. Et donc, à long terme, le recyclage pourra fournir une part importante de l'approvisionnement. Donc, c'est pas parce que on n'a pas de problème de ressources qu'il n'y a pas de problème de flux, donc d'approvisionnement. Donc, par exemple, sur le cuivre, qui est le métal le plus utilisé, c'est la moitié du poids des métaux. Il pourrait y avoir des tensions à court terme, puisque donc là, on a la demande et la demande anticipée mondiale de cuivre. Donc, avant 2022, ça augmentait à peine. Mais là, si on est sur le scénario qui respecte nos promesses, donc le scénario APS en 2030, on a une grosse augmentation. Et donc, pour l'instant, en milieu, on a l'approvisionnement anticipé qui n'atteint pas nos objectifs. Donc, il risque d'avoir des tensions à ce niveau-là. Et donc, sur les métaux, il y a aussi beaucoup de contraintes que je ne vais pas vraiment détailler, mais vous pouvez lire. Et sur ces contraintes, une des solutions, c'est simplement d'assumer notre consommation de métaux en France, en Europe. On pense souvent qu'on n'a pas beaucoup de ressources métalliques en Europe, mais on en a quand même pas mal. Pas pour tous nos usages, mais pour une majorité de nos usages. Et donc, ramener la production en Europe, ça permettrait d'avoir des normes environnementales plus élevées, plus de gouvernance, etc. Et une meilleure capacité stratégique. Enfin, presque enfin, on a la part de la demande. Donc là, ça va être un petit peu en lien avec l'atelier MyCO2. Donc souvent, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les émissions. Et on ne sait pas forcément qu'est-ce qui est le plus efficace. Donc là, rapidement, vous avez au niveau de la demande économique, donc demande, c'est tout ce qui est comportement des agents économiques et aussi sobriété. On peut voir que pour se nourrir, on a le
le changement de régime. Et donc, je vous laisse rapidement lire. Et pour terminer, donc, on a aussi l'organisation économique, avec notamment le prix du carbone. Donc, le GIEC nous dit que si on avait un coût du carbone à 100 $ la tonne de CO2 équivalent, ça permettrait de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de moitié par rapport à 2019 d'ici 2030. Donc c'est une réduction vraiment très efficace. Donc par exemple en France, la taxe carbone est bloquée à 44 € de la tonne de CO2 depuis 2018, donc pour des raisons principalement de répartition de richesses et d'aménagement du territoire. Si on nous prend notre voiture tout le temps, bah, forcément on est dépendant de ça. Et donc le GIEC nous dit aussi que redistribuer les richesses, c'est une part importante de l'efficacité de ces mesures. Et enfin, donc, on a le manque d'investissement, donc avec les secteurs qu'on parle le plus souvent, qui sont l'efficacité, les transports et la production électrique. Mais le secteur le plus délaissé, c'est clairement l'agriculture, où là, on va un petit peu, il faut au moins multiplier par 10 les investissements dans le secteur de l'agriculture. Et donc pour conclure, les conséquences du changement climatique augmentent rapidement avec les températures, et donc prévenir chaque dixième de degré supplémentaire est très important. Nos émissions passées et futures à court terme nous obligent à adapter nos sociétés à un réchauffement d'au moins 1,5 à 2 degrés dans les prochaines décennies. On a de nombreuses solutions, mais qui ne sont pas que techniques, ni sociales. Il faut utiliser tous les leviers en même temps. Et enfin, donc, nos objectifs sont ambitieux, mais il faut continuer à agir pour faire baisser nos émissions réelles vers la courbe bleue qu'on a vue tout à l'heure et faire baisser cette courbe, baisser nos mesures pour qu'elles se rapprochent de nos objectifs. Merci de votre attention.